La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Objectif 2050 explore les innovations au service de l'environnement et du monde de demain. Une série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec EDF, acteur majeur de la transition énergétique. Dans cet épisode, on s'intéresse aux innovations en matière de data center. Les data centers, les centres de données, sont de plus en plus montrés du doigt pour leur impact sur l'environnement. Malheureusement, notre vie reposant de plus en plus sur le cloud et sur Internet, ils sont indispensables ces data centers et ils sont amenés à se multiplier. Heureusement, l'innovation technologique permet de réduire leur impact environnemental et les initiatives se multiplient. Exemple, en région parisienne, la Fondation Université Paris-Saclay et l'opérateur Data4 vont créer prochainement, sur le site de Marcoussis, près de Paris, ce qui constituera une première mondiale, un data center biocirculaire. Il s'agira d'utiliser la chaleur des serveurs informatiques pour faire pousser des algues sur les toits des bâtiments et ensuite ces algues serviront à produire de l'énergie renouvelable qui pourra être utilisée localement, notamment par les data centers. Ces algues pourront aussi d'ailleurs être utilisées dans d'autres domaines comme la cosmétique ou l'agroalimentaire. Autre première mondiale, émanant de la société Exaion, filiale d'EDF, qui vient de mettre en œuvre au Canada, à Sherbrooke, dans la province du Québec, le premier data center éco-responsable pour l'hybridation quantique. Je me suis entretenu avec le CEO d'Exaion, Fatih Balieli. Bonjour Fatih Balieli. Bonjour Jérôme. Vous êtes CEO de Exaion. Exaion qui est spécialiste de la puissance informatique, le cloud, dans une optique éco-responsable grâce à la technologie. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos data centers ? Plusieurs choses. La première couche est vraiment dépendante du groupe EDF et de la géographie de nos data centers. C'est que, nous avons déjà accès à un mix énergétique qui est très fortement décarboné en France. Donc ça, c'est grâce au nucléaire et aux renouvelables et à l'hydraulique géré par le groupe. Et on a décidé aussi de travailler à l'international avec des mix énergétiques qui ont après le profil de celui de la France, d'où la construction de nos data centers au Québec, au Canada, où l'électricité est fournie à 100% par l'hydraulique. Donc là, on va travailler avec Hydro-Québec typiquement. Donc le mix énergétique. Ensuite, au-delà de ça, on rajoute des bonnes pratiques qui sont héritées du groupe EDF et où qu'on a expérimenté sur le terrain. Donc déjà, on va récupérer la chaleur fatale qui est émise dans les data centers pour chauffer des bâtiments annexes ou les bâtiments dans lesquels on se trouve. Typiquement, je donne un exemple, au Québec, à Sherbrooke, le data center qu'on vient de créer, on récupère la chaleur qui est émise par les serveurs pour chauffer tout le bâtiment qui nous héberge, qui est un incubateur géant. Donc du coup, vous imaginez bien l'hiver, quand il fait -20, -25, le fait de récupérer cette chaleur fatale, ça permet, de chauffer davantage les bâtiments, et 2, de réduire le coût d'électricité des bâtiments dans lesquels on se trouve. Ensuite, on a mis aussi en place des technologies très avant-gardistes de type data center en immersion cooling. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire tourner de l'air conditionné, des climatiseurs dans les data centers pour refroidir les serveurs, mais on va mettre en place des bacs à immersion dans lesquels il y a un liquide diélectrique dans lequel on va plonger directement nos serveurs. Et les serveurs vont être refroidis directement par cette huile diélectrique, ce qui va permettre aussi d'économiser grandement sur, la facture d'électricité, et 2, ça va nous permettre aussi de réduire globalement la consommation électrique de nos serveurs. Au-delà de ça, nous, ce qu'on met aussi beaucoup en avant, c'est le message qu'on envoie aussi à nos clients pour qu'ils prennent conscience aussi de l'empreinte carbone de leurs activités. Donc nous, systématiquement, sur chaque facture qu'on envoie aux clients, au-delà du montant, il y a aussi l'impact carbone de leurs activités. Sur notre site web, on va avoir un calculateur qui va montrer en live sur chacun des comptes de nos clients l'empreinte carbone des services qu'ils sont en train de consommer chez nous. Ce qu'on va mettre en place dans les prochains mois, c'est des signaux tarifaires, c'est-à-dire pousser à travers des incitations financières nos clients à faire tourner certains modèles qui sont non urgents, plutôt pendant les heures creuses plutôt que les heures pleines. Et puis tout ça, c'est tracé aussi à travers la blockchain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fraude possible. Nous, on va ancrer dans des blocs l'empreinte carbone des services qui sont consommés chez nous par nos clients. Et ça va permettre aussi à tout le monde de prendre conscience de l'empreinte carbone du digital, parce que ce que
ce qu'on ne dit pas assez, je trouve, c'est que oui, le digital permet de diviser par 10 l'empreinte carbone d'une activité par rapport au monde réel. Et malgré ça, l'industrie de la data représente quand même aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi polluant que l'industrie aérienne. Ah oui, bien puis, sûr, le ce qu'il numérique faut est polluant. savoir, hyper polluant. Et la tendance ne fait que s'accélérer. Hein. Ça va augmenter de 60% d'ici 2040. Donc si rien n'est fait d'ici 2040, on va passer à peu près à 7% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux qui seront émises par la data. Alors, ces technologies que vous décrivez permettent de faire baisser l'impact carbone de combien par rapport à un data center classique? Bah, écoutez, quand on compare les data centers d'Exaion par rapport à nos concurrents nord-américains, asiatiques ou allemands, je peux vous donner des ordres de grandeur. On divise par 20 notre empreinte carbone par rapport aux acteurs asiatiques. On les divise par 10 par rapport aux acteurs américains. Et on les divise par 4 par rapport à des acteurs allemands. Alors, les grands acteurs du numérique, Microsoft, Amazon, mettent en avant aussi les efforts qu'ils font également pour rendre leurs data centers plus propres. Alors effectivement, c'est une réalité. Aujourd'hui, les hyperscalers américains sont en train d'investir massivement dans la décarbonation de leurs data centers. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a toujours une inertie. Et le temps de mettre en place ces nouveaux data centers, et en attendant qu'elles deviennent la norme et qu'elles représentent la majorité de leur parc, aujourd'hui, ils ont l'historique, le legacy, où l'inertie tend plutôt vers des data centers qui sont polluants et qui se trouvent dans des zones où les mix énergétiques sont très fortement carbonés. Mais oui, ils ont pris conscience, ils investissent massivement, mais par contre, ça prend du temps. Alors parlons de ce data center Bellevue à Sherbrooke au Canada. Comment est-ce que vous avez procédé? Vous avez fait un copier-coller de ce que vous avez en France ou bien vous êtes allé plus loin dans la démarche? Alors, on a pris toutes les bonnes pratiques qu'on avait développées dans nos data centers en France, mais on est allé encore beaucoup plus loin parce que on apprend, hein, nous aussi, tous les jours. Et puis, il y a des technologies qui n'étaient pas disponibles quand on a créé nos premiers data centers en France, qu'ils sont aujourd'hui. Donc, typiquement, aujourd'hui, ce data center, on dit que il est unique au monde, hein, c'est le premier au monde, parce que, déjà, c'est un data center où on récupère 100% de la chaleur. C'est un data center qui est vraiment découplé du réseau de data centers de la majorité des hyperscalers. Donc, on peut vraiment dire qu'il est décentralisé. Et 3, il est hyper innovant parce que dans un même data center, on a réussi à mettre en réseau des supercalculateurs qui réalisent 1 million de milliards de calculs à la seconde, couplés avec un ordinateur quantique qui permet d'accélérer certaines boucles de calcul et d'aller encore plus vite que les supercalculateurs, et également un banc de communication, une boucle quantique qui est mise en place par Numana, qui est un acteur québécois. Sur l'ordinateur quantique, c'est celui de Candela. Sur les supercalculateurs, ce sont ceux de notre partenaire Pink. Et tout ça, en fait, en un seul et même lieu. Donc, en fait, on a les matériaux, les machines les plus modernes au monde qui communiquent entre elles et qui nous permettent déjà de calculer très rapidement sur ce supercalculateur et de booster encore plus HPC à travers, justement, cet ordinateur quantique, la boucle quantique. Et puis, dans la salle juste à côté, on a ce qu'on appelle les data centers en immersion cooling. C'est-à-dire qu'on a des serveurs en bac à immersion qui sont refroidis. Donc, en fait, on a tout ça sur un seul et même site. C'est comme si on avait pris un petit peu toutes les dernières trouvailles en termes de data center dans le monde et en termes de rapidité de puissance de calcul, et qu'on avait réussi à tous les imbriquer comme des Lego sur un seul et même site, qui lui-même est hyper éco-responsable parce que récupération de la chaleur, mix énergétique 100% à base d'hydro, etc., etc. Donc c'est vraiment un modèle de décarbonation, de puissance de calcul très haute performance et de technologie de pointe. Le quantique, c'est aussi un gouffre énergétique? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, au contraire, les technologies quantiques, les ordinateurs quantiques, aujourd'hui, consomment beaucoup moins d'électricité que les supercalculateurs ou les serveurs historiques. C'est vrai qu'automatiquement, on se dit, bah, si ça calcule beaucoup plus vite, c'est que ça consomme beaucoup plus d'énergie. C'est la logique qu'on a aujourd'hui sur les cartes graphiques. Hein. Sur l'IA, par exemple, si on veut calculer beaucoup plus vite, réaliser beaucoup plus de calculs, eh ben, il faut les dernières cartes graphiques, sauf qu'elles sont hyper énergivores. Ça, c'est vrai dans un monde où on utilise l'ordinateur classique, c'est-à-dire binaire, où on a un enchaînement de 0 et de 1, ce qui démultiplie en fait le nombre de calculs et la puissance nécessaire pour ça. Dans une logique quantique, on n'est plus dans une logique où on enchaîne des 0 et des 1, on est dans une logique où les 0 et les 1 se superposent les uns aux autres. Où en fait, il y a les deux états qui existent à l'instant T, simultanément. Donc ça permet de diviser grandement aussi la puissance de calcul qui est nécessaire, parce qu'en fait, c'est des interpositions d'états qui avant étaient séparés et qui là se trouvent et existent au même moment, au même instant, et qui permettent de faire tourner des calculs avec une approche différente.
Donc c'est du quantique dans le cloud, ce qui est déjà assez original. Ils servent à quoi ces calculs? Ils sont utilisés par qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'ordinateur quantique, le premier qu'on a activé, se trouve à Sherbrooke. Lui, il est mis à disposition du tissu économique et industriel sherbrookeois et plus largement du Québec. Et les entreprises qui sont aujourd'hui amenées à utiliser cette machine vont pas l'utiliser en tant qu'ordinateur en stand-alone, mais plutôt en l'hybridant avec des cartes graphiques et avec des supercalculateurs dans des situations où 99% du temps, les calculs vont tourner sur les cartes graphiques ou sur les supercalculateurs, mais dans des cas hyper précis, sur une boucle de calcul très précise, l'ordinateur quantique va venir accélérer, booster cette boucle de calcul par rapport à l'état où il aurait été entraîné sur un ordinateur classique. C'est vraiment très précis. C'est certaines boucles de calcul hyper bien définies qui sont accélérées sur les ordinateurs quantiques. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut voir aujourd'hui l'ordinateur quantique. Je pense qu'un ordinateur quantique qui tourne en stand-alone, c'est pour dans plusieurs décennies. Les cas d'usage qui vont se mettre en place sur les ordinateurs quantiques dans les 10 prochaines années, ça va être, entre guillemets, du booster HPC ou du booster graphique, plus que de l'ordinateur quantique en stand-alone. En complément, en fait. C'est du complément. Ouais, d'accord. Et ça peut être utilisé aussi pour l'intelligence artificielle ou pas du tout? Oui, ça peut être utilisé pour l'intelligence artificielle demain. Ça peut être utilisé dans l'industrie de la cybersécurité. Ça peut être utilisé dans tous les cas d'usage où on a besoin de modéliser. Alors, ça peut être plein de choses. Alors, moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui du secteur automobile. Historiquement, quand on voulait mettre sur le marché un nouveau modèle, on prenait la carcasse d'une voiture de ce nouveau modèle, on les mettait en dessoufflerie, on projetait les voitures contre un mur, et puis ensuite, on regardait la déformation des matériaux, la résistance des matériaux, le design de la voiture, comment l'air s'était déplacé autour de la du véhicule pour analyser le design du véhicule, etc., etc. Ça coûtait très cher, ça prenait beaucoup de temps. Et puis en plus, il fallait projeter pas mal de voitures sur un mur pour tester tous les différents scénarios. Là, aujourd'hui, tout ça, ça se fait par ordinateur. Ça permet, d'économiser de la carcasse. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, beaucoup plus profond dans les modèles. Ça permet de réduire les coûts fortement. Et ça permet de réduire très significativement le time to market de ces produits. On parle de quelques mois à quelques années selon la complexité des modèles. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut accélérer encore plus demain sur des ordinateurs quantiques. Grâce aux jumeaux numériques. Dans la médecine, grâce aux jumeaux numériques. Dans la médecine, par exemple, pour analyser exactement le comportement d'une molécule médicale, la réaction des cellules humaines, etc., etc. On a eu un cas il y a 2-3 ans, quand on a réussi à mettre sur le marché le vaccin anti-Covid en quelques mois, là où, il y a de ça 10 ans, il nous aurait fallu des années pour mettre en place ce vaccin-là. Et je pense qu'avec les HPC, les ordinateurs quantiques, etc., demain, on sera capable de mettre sur le marché des vaccins encore plus vite. Parce qu'on arrivera, en un instant très réduit, à tester des milliards de scénarios. Le futur, c'est quoi, Fatih Balieli? Vous espérez aller encore plus loin et si oui, de quelle manière? Écoutez, moi, ce dont je suis persuadé, c'est que le data center de demain sera une mini chaufferie numérique. C'est-à-dire on aura réussi à le décentraliser. On aura réussi un petit peu aussi comme les smart grids, nanogrids dans l'énergie, à intégrer dans les smart grids, nanogrids, c'est-à-dire dans les boucles locales de réseaux. Aujourd'hui, on a des réseaux de chaleur, on a des réseaux électriques. Demain, on aura des réseaux Internet. Et chaque quartier aura son data center. Chaque nouveau projet immobilier dans l'une des caves ou dans l'un des sous-sols aura son data center qui fournira en local, en plus du photovoltaïque, de l'éolien, du système de stockage, des systèmes de recharge de véhicules électriques, le data center associé. Donc le data center de demain sera complètement décentralisé, on sera dans le edge. Ce data center consommera en local et d'ailleurs très potentiellement l'électricité qui sera elle-même produite par les panneaux photovoltaïques ou par les éoliennes ou par les batteries, les systèmes de stockage qui permettra de faire ce qu'on appelle de l'effacement et qui pourra jouer sur l'effacement justement avec les batteries des véhicules électriques mais aussi avec des data centers. Et en plus, à la fin, on récupérera la chaleur qui seront émises par ces data centers pour chauffer les bâtiments dans lesquels ils se trouvent. Donc pour moi, demain, le data center deviendra une forme de batterie géante qui permettra aussi de lisser la courbe de charge sur le réseau électrique. Ce qui sera très utile pour les gestionnaires de réseau, notamment en France, sur la basse tension, on parle d'Enedis. Ça leur permettra aussi de mieux gérer la charge, la gestion de la charge sur le réseau électrique. Merci Fatih Balieli, CEO de la société Exaion.
Merci d'avoir écouté Objectif 2050, un épisode spécial de Monde Numérique en partenariat avec EDF. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur le site mondenumérique.info.